Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une discipline qu'on croit toutes et tous connaître, parce qu'on en parle sans arrêt, la science politique. On a sur la table des extraits d'un cours qui retrace son histoire, et la question de départ est simple. Comment l'étude du pouvoir, des gouvernements, des élections est-elle devenue une science? Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout une évidence. C'est même tout le contraire d'une évidence. La première chose, je pense que les sources nous rappellent, c'est qu'il faut tout de suite mettre de côté l'image d'Épinal de la science. Avec les éprouvettes, les certitudes. Exactement. La science politique est une science sociale. Son objet d'étude, nous, les êtres humains, nos sociétés, est par nature instable, subjectif, il évolue tout le temps. C'est ça le défi. C'est tout le défi. Comment appliquer une rigueur scientifique à quelque chose d'aussi mouvant et d'aussi passionnel que la politique? C'est ça qui est fascinant. On va donc voir comment cette discipline a dû se frayer un chemin. Les documents qu'on a, ils découpent l'histoire en deux temps. D'abord, un bouillonnement général, Mhm. celui qui a fait naître toutes les sciences sociales à la fin du 19e siècle. Une sorte de Big Bang intellectuel, quoi. Exactement, un contexte global. Les sources identifient 4 grands moteurs à ce changement. Le premier, et le plus spectaculaire, c'est bien sûr la révolution industrielle, aux alentours de 1870. Alors là, on imagine tout de suite les usines, la fumée, les machines à vapeur. Mais en quoi est-ce que ça a poussé les gens à créer de nouvelles sciences? Parce que ça a dynamité les sociétés traditionnelles. Ce n'est pas juste une affaire de technologie. D'accord. C'est l'exode rural, l'explosion des villes, l'apparition d'une classe sociale complètement nouvelle, le prolétariat, la classe ouvrière. Avec ses propres revendications, ses syndicats. Voilà. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des problèmes sociaux d'une ampleur inédite. La pauvreté dans les villes, les grèves, les questions d'hygiène. Le monde ancien ne donnait plus les bonnes grilles de lecture. Il fallait de nouveaux outils. Il fallait de nouveaux outils pour comprendre ce nouveau monde. Un nouveau monde à analyser, donc de nouvelles sciences pour le faire. C'est logique. Et en parallèle de ce grand mouvement collectif, il y a un changement plus intime, presque philosophique, que la source met en avant, l'émergence de l'individualisme. Oui, et c'est un point absolument capital. Pendant des siècles, la valeur d'un individu, elle était définie par son appartenance à un groupe. Sa famille, son village. Sa corporation, sa religion. L'individualisme comme idéologie vient dire que l'individu préexiste au groupe, qu'il a des droits et des libertés propres. Et ça change tout. Ça change tout, parce que cette idée va créer une distinction fondamentale entre la sphère privée, ce qui relève de l'individu, de sa conscience, de sa famille, et la sphère publique, celle de l'État, du citoyen. Et sans cette séparation, impossible d'isoler le politique comme un objet d'étude à part entière. Impossible. Tant que tout est mêlé, le religieux, le social, le politique, on ne peut pas l'analyser froidement. L'individualisme a permis de tracer cette frontière. D'accord. On a donc de nouveaux problèmes sociaux et une nouvelle façon de voir l'individu. Mais pour en faire une science, il faut une méthode, non? J'imagine qu'on a regardé avec un peu d'envie du côté des sciences exactes qui cartonnaient à l'époque. C'est exactement ça. La tentation initiale, c'était le mimétisme. C'est le troisième facteur, Saimet. La quête d'une méthode scientifique. La première approche, c'est ce qu'on a appelé le déterminisme, Porté par qui? porté par des pères de la sociologie comme Auguste Comte ou Émile Durkheim. L'idée, c'était d'appliquer la logique de la physique à la société. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On cherche des lois sociales universelles. Sauf que les humains sont un peu moins prévisibles que des boules de billard. Infiniment moins. Et cette approche a vite montré ses limites. C'est là qu'arrive une figure clé, citée dans nos documents, le sociologue allemand Max Weber. Et lui, il propose une véritable révolution, la méthode compréhensive. Une révolution, carrément? Qu'est-ce que ça veut dire? On arrête de regarder les gens comme des fourmis dans une fourmilière? C'est parfaitement résumé. Weber dit « Au lieu de seulement observer les faits de l'extérieur et de chercher des lois généraux, on doit essayer de comprendre le sens que les acteurs eux-mêmes donnent à leurs actions. Ah oui, c'est différent. Pourquoi cette personne vote-t-elle ainsi? Quelle est sa vision du monde? On ne cherche plus seulement à expliquer, mais à comprendre. C'est un changement de paradigme complet qui va donner aux sciences sociales leur spécificité. » Donc on a la matière première, les nouveaux problèmes, on a la bonne perspective, l'individu, et maintenant, la bonne méthode, la compréhension. Qu'est-ce qui manquait pour que le tout prenne? Le lieu, et c'est le quatrième et dernier facteur général, la mutation de l'université. L'université.
Oui, à la fin du 19e siècle, l'université se transforme. Le nombre d'étudiants et de professeurs explose, littéralement. Pour gérer cette masse, on n'a pas le choix. Il faut spécialiser les savoirs. On ne peut plus avoir des savants qui touchent à tout. On voit apparaître des départements, des facultés. Exactement. La sociologie, l'histoire moderne, la psychologie. Et plus tard, la science politique. Chaque discipline se dote de ses propres revues scientifiques, de ses manuels, de ses congrès. L'université devient une usine à produire et à légitimer de nouveaux savoirs. C'est le creuset institutionnel où tout ça va pouvoir naître. D'accord, le décor est planté, on a ce grand mouvement qui a donné naissance aux sciences sociales en général. Mais ce que je trouve curieux dans les notes, c'est que la science politique semble être arrivée plus tardivement, comme si elle avait eu plus de mal à s'imposer que la sociologie ou l'histoire. Pourquoi? Parce que son objet d'étude est particulièrement sensible et instable. La politique, c'est le lieu du pouvoir, du conflit. L'étudier de manière neutre, c'est un défi immense. D'accord. C'est pourquoi, en plus des conditions générales qu'on vient de voir, il a fallu 3 conditions très spécifiques pour qu'elle puisse éclore. La première, la plus fondamentale, c'est l'autonomisation du politique. Attendez, ça c'est un point clé. Ça veut dire que pendant des siècles, si on voulait parler de politique, on était obligé de passer par le filtre de la religion, de la morale ou de la philosophie. On ne pouvait pas juste l'analyser froidement pour ce qu'elle est. Précisément, la politique était colonisée. Si vous lisiez un traité politique avant le XVIIIe siècle, on vous parlait du bon prince, selon Dieu, ou de la cité idéale d'un point de vue philosophique. On ne décrivait pas la politique telle qu'elle se pratiquait, mais telle qu'elle devait être. Il a fallu la libérer en quelque sorte? Il a fallu lui donner son indépendance. Une déclaration d'indépendance intellectuelle. C'est une belle image. C'est ça. Il y a eu plusieurs étapes. La source cite la publication en 1776 du livre d'Adam Smith sur la richesse des nations comme un moment clé qui sépare l'étude de l'économie de la politique. Mhm. Mais la séparation la plus dure a été celle d'avec la morale et la religion. Des penseurs comme Machiavel ou Spinoza avaient ouvert la voie en décrivant le pouvoir crûment. Mais nos documents mettent l'accent sur le philosophe allemand Hegel, au début du 19e siècle. Et pourquoi lui en particulier? Parce qu'il est le premier à théoriser clairement que l'État est une sphère distincte, autonome, de la société civile. C'est-à-dire? La société civile, c'est la sphère des intérêts privés, économiques, familiaux. En faisant ça, Hegel dit en substance, l'État est un objet en soi, avec ses propres règles, sa propre logique. Il lui donne sa légitimité scientifique. Le champ est enfin libre. C'est plus clair. Une fois que le politique devient un objet d'étude à part entière, il faut bien des gens pour l'étudier. Et ça nous amène à la deuxième condition spécifique, qui, elle, semble beaucoup plus concrète, l'apparition d'une administration moderne. Oui, là on passe de la philosophie à la plomberie de l'État, si on veut. Un État moderne, qui intervient de plus en plus, ne peut plus fonctionner avec des aristocrates qui ont hérité de leur poste. Il a besoin d'efficacité. Et pour ça, il lui faut deux choses. 2 choses, du personnel compétent et de la légitimité auprès de la population. D'un côté, des gens qui savent ce qu'ils font. Et de l'autre, que la population leur fasse confiance. Ça semble évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était nouveau. C'était une rupture. Et la science politique va naître de ces 2 besoins. Pour la compétence, on crée des écoles d'administration pour former les futurs hauts fonctionnaires. D'accord. Et dans ces écoles, on ne peut plus se contenter d'enseigner le droit romain. Il faut bien des cours sur le fonctionnement du budget, sur l'organisation des ministères, sur les systèmes électoraux. Bref, de la science politique très pratique. Et pour la légitimité, comment un État montre qu'il est digne de confiance? En s'appuyant sur l'expertise, sur la science, pour montrer que ces décisions ne sont pas arbitraires ou partisanes. La source donne 2 exemples lumineux. Le premier se passe à New York en 1907. Ah oui? La ville est gangrénée par la corruption. Pour y remédier, on crée un bureau de recherche municipale, composé d'experts, des sociologues, des économistes, chargés d'analyser et de valider toutes les dépenses publiques. L'idée, c'est de substituer la rationalité aux petits arrangements. C'est exactement ça, l'expert comme rempart contre la corruption. C'est une belle idée. Et le deuxième exemple vient de France, en Bretagne. Des universitaires sont mobilisés pour aider à construire un programme électoral régionaliste basé sur des données objectives, des études sociologiques, des analyses économiques, Donc, dans les deux cas, le savoir scientifique est appelé à la rescousse. pour rendre l'action politique plus crédible, plus légitime. D'accord. On a donc un objet d'étude autonome et une demande sociale et administrative pour l'étudier. Il ne manque plus que l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et d'après les notes, cette étincelle, c'est le duo laïcisation et démocratisation. C'est le catalyseur final. La laïcisation achève de séparer le politique du religieux.
La politique n'est plus une affaire de dogme divin, c'est une affaire humaine. Et la démocratisation? La démocratisation, avec le passage progressif du suffrage censitaire au suffrage universel, change radicalement la donne. Forcément. Si tout le monde peut voter, la politique n'est plus le jeu privé de quelques élites. Ça devient l'affaire de tous. Exactement. L'État n'est plus vu comme la propriété du roi, mais comme un instrument neutre au service de la collectivité. Et des questions qui étaient autrefois réglées en coulisses deviennent des sujets de débat public. Quelle est la meilleure constitution? Comment on organise les élections? Voilà. Faut-il plus d'impôts? Pour répondre à ces questions, pour éclairer le citoyen, on a un besoin criant d'analyse objective, rationnelle. L'étude scientifique du politique devient non seulement possible, mais socialement nécessaire. Tout semble être parfaitement. Mais alors, une fois que toutes les conditions sont réunies, la question se pose, est-ce que ça marche? Est-ce que la science politique est vraiment une science? Les sources semblent dire que le débat est loin d'être clos. Oui, rien que l'expression science politique est un champ de bataille. Le document cite le sociologue Pierre Bourdieu qui l'a refusé catégoriquement. Ah bon? Pour lui, c'était un habillage trompeur. Il préférait parler de sociologie politique, pour bien marquer qu'on reste dans le champ de l'analyse des rapports de force sociaux. Donc, même le nom est un enjeu politique. Pourquoi tant de méfiance? Parce que, comme on le disait au début, l'objet est insaisissable. La source insiste sur un point. Un fait social n'est jamais politique par nature. Il le devient. Il le devient. Il le devient par deux grands mécanismes. Le premier, c'est la pression sociale. Une association, un syndicat, un mouvement citoyen se mobilise et force un sujet à entrer dans l'agenda politique. Il y a 50 ans, l'écologie n'était pas un sujet politique. Aujourd'hui, c'est central. C'est la société qui politise un sujet. Et le deuxième mécanisme? C'est ce que la source appelle le décodage. C'est le contexte, le regard que l'on porte sur un fait, qui va le rendre politique ou non. L'exemple donné est celui du port du foulard islamique. Dans un pays, ce sera vu comme un simple acte de foi relevant de la sphère privée. Dans un autre, comme en France, ce sera décodé comme un enjeu politique majeur autour de la laïcité, de l'intégration. Le même fait, deux réalités politiques totalement différentes. Exactement. Le mot politique lui-même est un vrai sac de nœuds. On l'utilise à toutes les sauces et il veut dire plein de choses différentes. C'est une vraie polysémie. Pour y mettre un peu d'ordre, les notes proposent plusieurs distinctions. La plus simple, c'est celle de l'opinion commune, qui oppose une vision noble de la politique L'art de gérer la cité pour le bien commun, à une vision vulgaire, celle des manœuvres politiciennes, des petites phrases, des coups bas. le fameux tous pourris. Voilà. Chez les experts, le débat est plus subtil. Il y a une vision restrictive. La politique, c'est une sphère bien délimitée, avec ses acteurs, ses règles. Et il y a une vision extensive, pour qui tout est politique. Le choix de ce que vous mangez, la façon dont vous vous habillez. Tout acte social peut être analysé comme un acte de pouvoir. Et pour compliquer encore les choses, il y a des subtilités de langage. La source mentionne une différence importante en anglais. Oui, et elle est très éclairante. En anglais, on distingue politics et policy. Alors, politics, c'est la compétition pour le pouvoir. C'est la campagne électorale, les débats au Parlement, la lutte entre les partis. C'est le ring de boxe. D'accord. Politics, c'est le match. Et policy? Policiers, ce sont les actions publiques concrètes qui en résultent. C'est la loi qui est votée, le programme mis en place, la décision administrative. C'est ce que le gagnant du match fait une fois au pouvoir. Alors qu'en français, on n'a qu'un seul mot. On n'a que politique pour les deux, ce qui crée souvent de la confusion. C'est vrai que c'est bien plus clair comme ça. Et il y a une dernière distinction en français, encore plus subtile, entre la politique et le politique. C'est une distinction plus académique mais intéressante. La politique, au féminin, renverrait à la scène, à l'arène, au combat quotidien pour le pouvoir. Ce qui se rapproche du politics anglais. Et le politique? Le politique, au masculin, désignerait quelque chose de plus fondamental, de plus profond. L'ensemble des mécanismes qui permettent à une société de tenir ensemble, de réguler ses conflits et d'assurer sa pérennité. C'est la fonction essentielle du pouvoir. Alors après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on retient? J'ai l'impression d'une discipline qui a dû se battre sur tous les fronts pour exister, pour définir son objet et même pour trouver son propre nom. Absolument. Le principal enseignement, c'est que la science politique est une science jeune et fondamentalement modeste. Elle est née d'un besoin de rationalité dans un monde devenu trop complexe. Trop complexe pour les vieilles recettes. Exactement. Et sa scientificité ne vient pas de sa capacité à découvrir des lois universelles et prédictives, comme en physique. Ça, c'est impossible avec un objet aussi libre que l'être humain.
Alors, où se situe sa rigueur scientifique? Elle se situe dans la méthode, dans la neutralité du chercheur, qui doit mettre de côté ses propres opinions, dans la rigueur de ses outils d'analyse, et dans sa capacité à analyser avec la même objectivité un objet qui est, par essence, le lieu du conflit, de la passion et de la mauvaise foi. C'est une science du fragile, en fait. Du fragile, du mouvant, du non définitif. Pour finir, je repense à une chose mentionnée dans les sources. On y lit qu'une discipline, pour être reconnue comme science, doit remplir 4 conditions. Un nom, un objet, des institutions et des supports de diffusion. Mhm. La science politique a bien ses institutions et ses revues, mais vu tout ce qu'on vient de dire sur les batailles autour de son nom et la nature insaisissable de son objet, je me pose une question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle a définitivement gagné ses galons de science, ou est-ce qu'elle reste, par nature, une science toujours en construction, toujours en devenir? C'est une excellente question pour conclure. Je pense que sa nature même est d'être en devenir, car son objet, la société politique, l'est aussi. Elle ne sera jamais une science achevée. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est peut-être ça, finalement, qui la rend si passionnante. C'est ici que nous concluons cette analyse. Merci de nous avoir accompagnés. À bientôt.